accepté de nous rencontrer. Le titre provisoire de ta thèse, c'est l'ingénierie de la lignée germinale humaine, une question de démocratie. Tu as d'ailleurs publié un article dans la revue interdisciplinaire d'études juridiques de l'Université Saint-Louis, disponible sur Cairn, L'homme augmenté, quelle dignité humaine pour encadrer les progrès de la génétique. Ma première question, c'était que tu nous dises un petit peu ce qu'il en est de la bioéthique, quel champ ça recouvre. La bioéthique, c'est l'étude des avancées scientifiques, des progrès technologiques et de leur application au corps humain. On peut retracer les origines de la bioéthique à peu près au code de Nuremberg, qui a suivi donc les procès de Nuremberg, et qui édictait une série de 10 critères, 10 grands principes qui entourent l'expérimentation médicale et les pratiques médicales sur le corps humain. Je pense que le terme bioéthique est apparu pour la première fois dans les années 70, et puis que la discipline elle-même s'est vraiment développée dans la décennie qui a suivi. Ça coïncidait en fait avec les progrès de la génétique. En fait, c'est un champ interdisciplinaire qui est au carrefour du droit, de la santé publique, de la médecine, de la philosophie aussi. La bioéthique repose en fait sur 4 grands principes qui sont les principes le plus importants peut-être du respect pour l'autonomie du patient. Donc s'assurer qu'on reçoit du patient un consentement éclairé, qu'il est correctement informé sur l'intervention et qu'il a la capacité de donner son consentement. Le principe de bienfaisance, donc l'idée selon laquelle l'intervention doit avoir un but bénéfique, utile, positif pour le patient, et son pendant, le principe de non-malfaisance, donc le principe de ne pas infliger intentionnellement un mal qui n'est pas nécessaire. Et finalement le principe de justice qui est en fait essentiellement le principe d'égalité d'accès au traitement. La bioéthique, on en parle aujourd'hui beaucoup parce que les thèmes bioéthiques sont devenus des thèmes d'actualité. Je pense par exemple au contentieux sur la fin de vie, l'euthanasie, le suicide assisté, ou à l'inverse le début de la vie, tout ce qui a trait à l'avortement, la contraception, le statut de l'embryon, tout ce qui concerne les thérapies géniques aussi. Sont des thèmes qui sont repris de plus en plus souvent dans les médias et pour une large audience. Et justement, dans un de tes articles, tu parles de l'homme augmenté ou de technologie d'augmentation. Alors, quand on parle de ça, on parle de quoi en fait ? Tu aurais des exemples ? Oui, en fait, le terme augmentation, c'est un terme assez général qui englobe toutes les interventions sur le corps humain qui ont pour but d'améliorer ses performances. Généralement, on en distingue trois grandes catégories. La première étant des augmentations pharmacologiques, donc des médicaments. On peut penser par exemple à des étudiants qui sont en période d'examen et qui vont essayer d'améliorer leur faculté de concentration ou diminuer leurs besoins en sommeil en prenant des psychostimulants comme le modafinil, l'adderall, la ritaline, ou des médicaments de ce type-là qui sont détournés de leur utilisation première pour donc bénéficier d'un avantage. À côté de ça, on peut voir des augmentations prosthétiques, comme par exemple Oscar Pistorius quand il courait aux Jeux Olympiques avec les valides. Ses concurrents avaient soulevé le fait que lui n'avait entre guillemets pas à s'encombrer de jambes. Il courait avec des lames de carbone et la question s'était posée, est-ce que ça lui procure un avantage par rapport aux concurrents parce que il est plus léger, il est plus aérodynamique. Est-ce que c'est vraiment juste par rapport aux autres coureurs ? Sinon, moi je porte des lunettes. Si j'avais envie de subir une opération de chirurgie des yeux pour retrouver une dioptrie normale, je pourrais me dire pourquoi ne pas aller un cran plus loin et avoir une vision meilleure qu'un pilote de chasse. On voit déjà que la frontière entre traitement médical et augmentation parfois est un petit peu floue. Et c'est ça qui m'amène justement au troisième type d'augmentation, les augmentations génétiques, donc les interventions sur le matériel génétique de la personne humaine. Et là je vais reprendre l'exemple en 2018 du chercheur chinois He Jiankui qui a donc mené une expérience illégale et clandestine en Chine, par laquelle il a recruté 8 couples qui étaient composés d'un père séropositif et d'une mère séronégative, en leur proposant de faire en sorte que s'ils voulaient un enfant, l'enfant ne serait pas infecté par le VIH. Ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de passer par une procédure qui ne pose pas de problématique particulière, comme par exemple le lavage de sperme, il leur a proposé une fécondation in vitro, au cours de laquelle il a modifié le génome de l'embryon pour faire en sorte de désactiver le gène qui code pour une protéine qui permet au VIH de se fixer, de se développer. Ça lui a valu 3 ans de prison, des interdictions de recherche, des peines disciplinaires de plusieurs sortes, parce que il se fait que intervenir sur la lignée germinale humaine, donc sur
sur le matériel génétique qui se transmet de génération en génération est parfaitement interdit. Mais ça pose la question de, bon voilà, les jumelles qui sont nées de cette expérience, qui sont nées vivantes et viables, qu'est-ce qu'on va en faire, entre guillemets? Est-ce que ça va devenir des objets de recherche et d'expérimentation toute leur vie? Quelles seront les conséquences sociales pour elles? Est-ce que si elles veulent avoir des enfants, est-ce que ça devrait être réglementé par l'État? Est-ce qu'elles sont tout à fait libres de faire ce qu'elles veulent? Ça, He Jiankui n'y a pas du tout pensé, lui-même, de son propre aveu, l'a annoncé en répondant à plusieurs questions de scientifiques qui s'étaient intéressés à son expérience. Où est la frontière entre l'augmentation et le traitement? Parce qu'effectivement, les jumelles n'auront jamais le VIH dans leur vie. Elles seront plus susceptibles à d'autres types de virus, mais pas au virus du sida. C'est une question qui se rapproche un peu de celle du vaccin. Est-ce que c'est une augmentation? Est-ce que c'est un traitement? Bon, quand on inocule un vaccin, on inocule soit une protéine ou un virus désactivé. On n'a jamais été en contact avec le virus en question avant, donc c'est une intervention préventive. Est-ce que c'est vraiment un traitement? Est-ce que c'est plutôt une opération pensée pour améliorer la réponse immunitaire une fois qu'il est face au virus? Dans ton article, il est question de l'encadrement des progrès de la génétique. Est-ce que ce que tu nommes dans ton article la dignité humaine serait une boussole pour penser cet encadrement? Alors effectivement, la dignité humaine, c'est un grand concept qui est censé guider l'action du législateur, donc des parlements, dans l'élaboration des lois. Maintenant, le problème de la dignité, c'est que c'est une notion très vaste. Personne ne sait exactement ce que c'est. Les juristes et les philosophes se posent la question depuis des siècles et des siècles. On n'est toujours pas arrivé sur une définition claire de la notion de dignité. Maintenant, généralement, on peut en dégager deux acceptions différentes, qui sont, en premier lieu, la conception objective de la dignité, là qui est marquée par la primauté de l'intérêt collectif sur l'intérêt particulier, individuel. C'est cette vision de la dignité qu'on retrouve dans les grands principes de protection du corps humain, comme par exemple la non-patrimonialité du corps humain, le fait que je ne peux pas, si j'ai envie, vendre un de mes organes ou mon sang ou des tissus d'origine humaine. Je peux en faire don éventuellement, mais je ne peux pas en faire commerce. C'est aussi cette vision de la dignité qui justifie les grands principes d'ordre public ou de sauvegarde des valeurs morales de la société, bon, ce genre de choses. C'est ça aussi qui justifie le principe de précaution. À l'opposé de ce principe de dignité objective, enfin de ce volet objectif de la dignité, on trouve la dignité subjective qui est, à l'inverse, l'affirmation des libertés individuelles. C'est ce qu'on peut comparer à la libre disposition de son propre corps par l'individu. C'est une conception qui est plutôt plébiscitée dans les nouveaux instruments de protection des droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale. C'est par exemple ce qu'on retrouve dans la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8, c'est la protection de la vie privée et familiale, qui inclut notamment un droit à l'autonomie personnelle. C'est en fait le fait pour l'individu de pouvoir choisir son propre destin. Dans le cadre de la génétique, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que le droit à l'autonomie personnelle englobait le droit pour l'individu de disposer de son empreinte génétique, de disposer par exemple de ses embryons, d'en faire ce que la personne veut, dans les limites de ce qui est autorisé par l'État, parce que l'État doit sauvegarder justement l'ordre public. C'est là l'équilibre à trouver entre les deux facettes de la dignité. Pour illustrer la problématique, par exemple, je pense à un couple de sourds qui voudraient un enfant sourd aussi. Ceux qui sont partisans d'une conception plutôt objective de la dignité pourraient dire, bon ben voilà, la législation dans mon État devrait faire en sorte que les sourds ne puissent pas recourir à une technique particulière pour s'assurer que leur enfant soit sourd. Ils vont devoir concevoir naturellement et espérer que leur enfant soit sourd. Des partisans de la conception subjective diraient plutôt pourquoi ne pas les autoriser à intervenir sur le matériel génétique de leur embryon et faire en sorte que l'enfant qui sera conçu, au final, qui sera développé à partir de cet embryon, sera sourd. Les partisans d'une conception plutôt médiane diront pourquoi ne pas les autoriser à passer par une fécondation in vitro, lancer un diagnostic préimplantatoire et puis sélectionner l'embryon qui aura le plus de chances d'être sourd. Qu'est-ce qui est le plus conforme à la dignité? Est-ce que c'est pour l'enfant de naître sourd et d'avoir un lien fort avec ses parents et de faire partie d'une communauté particulière
qu'il va partager avec ses parents, ou bien est-ce que c'est plutôt justement d'avoir un futur le plus ouvert possible et de bénéficier de ses 5 sens au risque de ne pas avoir le même lien avec ses parents. La législation nationale va dépendre de la conception de la dignité qui est la plus présente au sein de la société à ce moment-là. Et justement, du coup, évidemment, alors c'est peut-être une question à 5 francs, mais donc là, ce que j'entends, c'est un peu les balises qui permettent, dans le domaine du droit, de penser un peu ces questions autour des transformations génétiques. Pourquoi on s'oriente en Belgique à l'heure actuelle ? Alors pour parler de la Belgique, je vais devoir dézoomer et parler de ce qui se fait au niveau mondial d'abord, au niveau universel, donc au niveau des Nations Unies. Il n'y a pas aujourd'hui un instrument légal contraignant avec une force obligatoire qui oblige tous les États du monde à adopter un comportement, une législation particulière. Tout ce qui existe, ce sont 2 déclarations au niveau de l'UNESCO, une déclaration sur la bioéthique et une déclaration sur le génome humain, mais qui sont ce qu'on appelle du droit mou. Donc c'est du droit qui vise à inciter les États à adopter certaines réglementations, mais il n'y a pas de mécanisme de sanction, de contrôle, de surveillance qui sont prévus. Ce qui existe au niveau régional, donc au niveau d'un continent en fait, justement le seul instrument contraignant qui existe, c'est en Europe, la Convention d'Oviedo. La Convention d'Oviedo, en fait, c'est une convention qui est élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, à ne pas confondre avec le Conseil européen ou avec le Conseil de l'Union européenne, qui sont 2 institutions de l'Union européenne, mais qui n'ont rien à voir. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation internationale complètement à part, qui compte 47 membres, dont la Russie, la Suisse, le Royaume-Uni, et dont le but est d'assurer la promotion des droits fondamentaux en Europe. Surtout pas dans l'Union européenne. Et donc en fait, quand on pense au Conseil de l'Europe, généralement on pense à la Convention européenne des droits de l'homme, ou à la Cour européenne des droits de l'homme, ça c'est eux. Mais la Convention européenne des droits de l'homme a une petite sœur, qui est la Convention d'Oviedo, mais qui n'a pas été ratifiée par tous les États membres du Conseil de l'Europe. La Convention d'Oviedo prévoit que justement les interventions sur la lignée germinale, donc les interventions dont le but est d'introduire une modification dans le génome de la descendance, sont interdites. La Belgique n'a pas ratifié la Convention d'Oviedo, ce qui implique que la Convention d'Oviedo n'a pas d'effet obligatoire dans l'ordre juridique interne belge, donc sur le territoire belge. Et donc la Belgique est libre d'adopter les lois qu'il veut en matière de génétique, de recherche sur l'embryon, ce genre de choses. L'approche retenue par la Belgique est assez libérale. On a 2 lois qui traitent de la recherche sur l'embryon et de la procréation médicalement assistée. En Belgique, on peut même créer des embryons à des fins de recherche, ce qui n'est pas le cas partout. Mais en fait, l'état de fait, la conséquence du fait qu'on se retrouve avec une mosaïque de législations comme ça différentes en Europe et dans le monde fait que on se retrouve avec un phénomène de tourisme médical ou de tourisme de la recherche qui peut arriver très facilement. Donc là où un pays sera plus ou moins permissif, va adopter une législation plus ou moins stricte. Les couples qui ont envie de recourir à des pratiques qui sont interdites dans ce pays, ou les chercheurs qui ont envie d'étudier plus en profondeur les embryons humains par exemple, n'auront qu'à traverser une frontière pour bénéficier d'une législation plus permissive ailleurs. Les enjeux principaux, en fait, la question principale, c'est la question de l'équilibre à trouver dans la législation d'un État entre les avantages à retirer de la recherche sur les embryons pour par exemple, ce serait merveilleux d'éradiquer en l'espace d'une génération la mucoviscidose, par exemple, ou la maladie de Duchenne. Ça, objectivement, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qu'une maladie? Où est-ce qu'on s'arrête? Quels sont les critères pour définir une maladie? Je reprends l'exemple des sourds, par exemple. Certaines personnes pourraient dire non, les sourds c'est une communauté culturelle à part entière, c'est pas du tout une maladie, ils vivent très bien. D'autres personnes pourraient dire non, si on pouvait éradiquer la surdité, tout le monde vivrait mieux. La question c'est où faut-il s'arrêter, où commence l'eugénisme en fait. Au-delà des maladies et d'avoir un enfant sain, on peut se poser la question de la pente glissante et de ce qui pourrait devenir un enfant avec des caractéristiques désirables qui seraient seulement accessibles par des classes sociales plus élevées qui vont se permettre de faire un tourisme procréatif ou un tourisme médical
et puis de sélectionner les caractéristiques de leur enfant. Il me semble que dans ton article L'embryon, une ressource humaine, tu pars du principe que je te cite là, la réécriture du code de la vie humaine est aujourd'hui une réalité avec laquelle il faut composer. Il me semble que ça recouvre un peu ces questions qui sont engagées en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui finalement la question de la marchandisation, j'ai l'impression que c'est déjà engagé et qu'on se pose entre guillemets juste la question de jusqu'où on peut aller. Ce qui se passe, c'est que il y a deux phénomènes qui sont concurrents. C'est le fait que dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y avait de plus en plus de mouvements qui visaient à la revendication de liberté individuelle, au fait de pouvoir de plus en plus disposer de son corps humain. Notamment les mouvements féministes. C'est une transformation dans les mentalités de la société qui a aussi été entérinée en fait par les cours suprêmes et la Cour européenne des droits de l'homme notamment, en reconnaissant donc une sphère de droits de plus en plus élargie à la personne individuelle sur elle-même. Donc ça c'est un phénomène. Et puis l'autre phénomène, c'est simplement que les techniques scientifiques, les outils scientifiques se sont de plus en plus développés, ce qui fait que la Convention d'Oviedo par exemple ou les déclarations de l'UNESCO, ce sont des instruments qui datent des années 90, 97 et 2005 pour la deuxième déclaration sur la bioéthique. À cette époque-là, c'était pas trop difficile d'arriver à un consensus pour interdire quelque chose qui est techniquement quasi impossible. Aujourd'hui, justement, ça devient de plus en plus faisable. Donc effectivement, oui, les thèmes qui sont abordés par People, je pense que ce sont des thèmes pas qui gagnent en popularité, mais qui vont s'imposer de plus en plus dans notre vie quotidienne, parce que simplement les techniques génétiques modernes sont de plus en plus présentes dans la vie quotidienne.